Pulsation Podcast, le podcast des HUG, votre podcast santé. Technologie innovante, conseils de spécialistes, témoignages, que vous soyez professionnel, patiente, patient ou simple curieuse ou curieux, ce podcast est le vôtre. Bienvenue dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG. Bonjour et bienvenue dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG. Je suis Léna Ayou, journaliste. Bonjour, bienvenue, je suis Karine Paulien, journaliste. Et aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'histoire du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des hôpitaux universitaires de Genève jusqu'à la maison de l'enfance et de l'adolescence, inaugurée en juin 2023. À Genève, c'est une histoire qui s'écrit sur 50 ans. La pédopsychiatrie est une discipline relativement jeune qui date du début du XXe siècle. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, l'enfant était encore considéré comme un petit adulte sans que la médecine ne tienne en compte ses nombreuses spécificités. On a longtemps cru, par exemple, que l'enfant n'était pas capable de penser, de ressentir ou encore d'avoir des émotions. Or, à Genève, des femmes et des hommes ont commencé à penser l'enfant justement dans sa dimension psychiatrique propre. Ainsi, Genève a été pionnière dans le développement de la pédopsychiatrie. La pédopsychiatrie, c'est une discipline médicale qui lie enfant, pédo, de la naissance à l'âge adulte, à la psyché. Autrement dit, l'ensemble des processus mentaux, des fonctions cognitives et des phénomènes liés à la pensée, à l'émotion, au comportement et à la personnalité d'un individu. Et nous voici dans le cabinet du professeur Bertrand Kramer, psychiatre. C'est l'un des fondateurs du service de psychiatrie infantile à Genève. Nous sommes ici pour rencontrer Mireille et Nolwenn. Il y a une trentaine d'années, Mireille poussait la porte de Bertrand Kramer avec dans ses bras sa fille Nolwenn. Je fréquentais comme tous les parents une pédiatre, Madame Jacquard, une femme extraordinaire d'ailleurs, que j'allais voir assez régulièrement. Et puis j'ai estimé à un certain moment, je me sentais très très mal par rapport à la façon de se nourrir de ma fille. J'avais le sentiment qu'elle ne mangeait pas, qu'elle devenait autrement dit anorexique. Je ne sais pas si j'osais déjà utiliser ce terme-là parce qu'elle était très petite, mais j'avais des peurs. Et puis voilà, elle m'a conseillé de voir quelqu'un puisqu'elle se rendait bien compte que c'était un peu catastrophique comme situation entre nous, pour le coup. Que ça déréglait beaucoup d'autres choses en fait. Du coup, ça se reportait sur plein d'autres domaines. Et puis elle m'a donné des noms. Je crois que c'est comme ça, voilà. Et c'était déjà à l'époque des gens qui étaient surchargés. Ces psychiatres. Donc en fait, j'avais laissé des messages un peu partout, à gauche, à droite, et notamment à la guidance. Donc c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Et puis à ma grande surprise, c'est Monsieur Kramer lui-même, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam à l'époque, qui m'a appelée. C'est comme ça que ça s'est passé. Moi, le souvenir que j'ai, c'était sur le moment, c'était pas évident à chaque fois, pendant que se déroulait la séance. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il regardait ensuite les films, et du coup, à la séance suivante, il y avait un certain nombre de commentaires ou de remarques qui émanaient de la séance précédente. En réalité, il me mettait le doigt sur certaines choses qui s'étaient passées la fois précédente. Il n'y a pas grand-chose qui se produit sur le moment même, en réalité. Moi, j'ai pas le souvenir, en tous les cas, de m'être dit « Waouh, quelle question extraordinaire il me pose là, ça me fait comprendre des choses ». C'était plutôt ça, avec du recul à chaque fois. Ça avançait à la reculette, qu'on va dire. Il fallait à chaque fois repartir sur les fois précédentes pour essayer de faire des liens. Et les liens se font. Alors, dire comment, ça c'est un peu le mystère et la magie finalement de ce genre de processus, de la psychothérapie. Ça se fait parce que c'est, je suppose, un bon psy qui sait poser les bonnes questions et me permettre à moi en tout cas de faire les bons liens, quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti en avançant dans la thérapie ? J'ai ressenti que tout venait de moi. C'est surtout ça, que ma fille n'avait en réalité aucun problème, si ce n'est que
si ce n'est que j'étais sa maman et qu'elle était un peu, on va dire, je dis un mot un peu affreux, mais sous ma coupe. Enfin voilà, j'étais comme j'étais. Elle était finalement obligée de me prendre comme j'étais, et c'était surtout moi qui avais en fait des soucis. Je crois que l'avancée, en fait, quand je dis que c'était chaque fois un regard sur ce qui s'était passé la fois précédente, d'une manière générale, c'est quand même moi qui étais toujours en question, qui était au centre de l'affaire, on va dire. Nolwenn a finalement très vite été écartée. C'est un peu terrible de dire ça comme ça, mais tant mieux, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il me faisait chaque fois remarquer que c'était moi qui provoquait telle interaction, que c'était quelque chose qui venait forcément de moi. Moi, ça m'a surtout fait repartir dans mon passé à moi, en réalité, assez rapidement. Ça, c'est les souvenirs les plus... Ouais, les histoires de bouffe, quoi. C'était des problèmes à moi, les histoires de bouffe, ça c'est sûr. Je m'en étais pas du tout rendu compte comme ça. Enfin, pour moi, j'étais juste une personne qui avait eu des problèmes de poids, qui m'était toujours trouvée trop grosse, et puis voilà. Mais j'étais jamais allée beaucoup plus loin, quoi. Donc c'était une vieille histoire familiale, ces histoires de nourriture. Mais n'est-ce pas, elle vient de mettre le doigt sur le problème. C'est qu'elle se trouvait trop grosse, elle était très sévère avec elle-même, sur le plan physique. Bertrand Kramer. Donc elle se trouvait trop grosse, et puis elle avait peur que la petite le devienne aussi. Donc sans s'en rendre compte, elle interférait avec la prise de nourriture. Et il y a des tas d'interactions où on la voit qui empêche l'enfant de prendre le biberon en lui disant « tu ne devrais pas, c'est trop ». Et donc elle mêlait Nolwenn à son problème d'excès de poids, à son avis. Elle voulait lui épargner ça. Elle voulait protéger son enfant en lui disant « ne mange pas trop ». C'est rigolo parce qu'en fait, là maintenant, moi j'ai une fille aussi. Nolwenn, la fille de Mireille. Et qui est une très petite mangeuse. À 16 heures, ça dépend, mais c'est rigolo parce que c'est des angoisses qui me parlent pas du tout par rapport à Margot. Ma fille s'appelle Margot. Et alors moi, je suis très détachée. Je suis plutôt du genre à dire bof. De toute façon, je sais qu'elle va pas se laisser mourir de faim. Si elle veut pas manger pendant 2 jours, c'est pas grave. Puis en fait, je vois bien qu'elle finit par remanger tout de suite elle, parce qu'en effet, elle se laisse pas mourir de faim. Alors je sais pas s'il y a une espèce de conscience familiale, collective, ou bien alors après tout ce que j'ai lu, je m'inquiète pas de ça parce que je sais qu'en fait tous les enfants passent par ces périodes où ils ont moins envie de manger parce qu'ils essaient de lutter peut-être contre d'autres trucs, où ils apprennent d'autres choses, puis ça les intéresse pas de manger à ce moment-là, et puis c'est pas grave. Mais ça veut peut-être aussi dire que toi, tu étais beaucoup plus libre au sujet de la prise de nourriture que l'était Mireille. Ce que je trouve quand même important à dire, c'est qu'elle est très entourée de copines qui ont eu des enfants au même âge, etc. Moi, absolument pas. Moi, j'étais toute seule. Par rapport à cette solitude que vous avez ressentie à ce moment-là, quand Nolwenn était toute petite, ça a dû être du coup énorme d'avoir un service comme le service, c'était le service de guidance infantile en fait à l'époque, qui vous a pris en charge en fait, vous et Nolwenn. Sans ça aurait été compliqué aussi. Je ne peux pas savoir ce que ça aurait été. Oui, c'était... Oui, c'était l'œil bienveillant et protecteur de Monsieur Kramer qui est entré dans ma vie à ce moment-là. Moi, j'en ai eu terriblement besoin, c'est évident, bien sûr, oui. Mais oui, oui, tout à coup, ce sont des gens qui sont là pour ça. Et je pense que ça peut amener à des trucs terribles, les problèmes avec des enfants, quand on n'a pas quelqu'un qui peut nous aider, ouais. Le SPEA, le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des hôpitaux universitaires de Genève, est né en 1973 et s'est développé progressivement en fonction des avancées scientifiques et cliniques en pédopsychiatrie. Et il a commencé avec la pédopsychiatrie du très jeune enfant et du lien parent-enfant, notamment avec le professeur Bertrand Kramer. Et à l'époque, où, dans les années 70, il y avait une très bonne psychiatrie d'adultes, puisque le professeur Ajuria Guerra était un type épatant et qui a beaucoup ouvert la psychiatrie. Mais à l'époque, il y avait des gros problèmes avec ce qu'on appelait l'antipsychiatrie, parce que tout le monde avait peur du côté enfermement et de la folie. Et lui, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a adouci le profil de la psychiatrie.
et qu'il a permis aux gens d'entrer et de sortir, à la famille de venir visiter les patients, et puis il a beaucoup employé des nouveaux médicaments. Donc c'était une psychiatrie qui avait un visage beaucoup plus souriant qu'autrefois. Mais il n'y avait pas de psychiatrie d'enfants. Ça n'existait pas à Genève. Il y avait quelques personnes en ville qui étaient psychiatres d'enfants. Mais moi, j'étais plein d'idées, d'expériences américaines que je voulais reproduire. Et c'est précisément Ajuria et le professeur Garonne qui, ensemble, m'ont proposé de créer un centre de psychiatrie infantile, ce qui a été absolument fascinant. Parce qu'à l'époque, encore, la psychiatrie infantile, c'était pas très connu. Et puis, comme vous le savez, par la suite, j'ai beaucoup développé la psychiatrie du premier âge, des tout petits bébés, ce qui à l'époque était absolument inconnu. Comment l'idée a été reçue ? Très bien, très facilement. J'ai beaucoup travaillé avec la pédiatrie. À l'époque, il y avait un prof de pédiatrie qui s'appelait Ferrier. Et ensuite, il y a eu une femme remarquable qui s'appelle Madame Souter, qui a beaucoup ouvert la pédiatrie à la psychiatrie. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir aller beaucoup en pédiatrie et d'apprendre aux pédiatres qu'il y a des symptômes d'enfants, comme des syndromes fonctionnels, troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, qui pouvaient profiter d'un regard psychiatrique et d'un traitement psychiatrique. Et là, c'est devenu plus fort. Comment ensuite ce service a-t-il évolué ? Ensuite, ça s'est étendu à d'autres domaines que la pédiatrie. On a eu des enfants autistes qui ont été dans un centre pour autistes. Et puis, on a été dans toutes sortes de centres en ville où on s'occupe d'enfants, notamment des consultations des infirmières de la Croix-Rouge. Elles voient pratiquement tous les enfants de Genève. Et elles ont un jour où elles ont leur consultation. Et nous, on leur a demandé si on pouvait aller voir cette consultation pour, et ça c'est le but principal, détecter le plus vite possible les troubles avant qu'ils ne deviennent trop catastrophiques. Et donc on s'est beaucoup occupé de la prévention. Je pense que dans le domaine de la prévention précoce, on a été les premiers en Suisse. Le SPEA s'est construit comme un puzzle. Date importante, 1996. Là, le professeur François Ladame crée l'unité de crise pour jeunes suicidants et le CEPS, Centre d'études et prévention du suicide, grâce à un partenariat public-privé avec Children Action. D'abord rattachée à la psychiatrie adulte, cette structure sera ensuite rattachée à la pédopsychiatrie des enfants pour constituer le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, le SPEA, sous la direction du professeur Palacio Espaza, professeur et chef de service de 1999 à 2007. C'est quelque chose à quoi je rêvais depuis fort longtemps. François Ladame. Donc à l'époque, je m'occupais d'un service d'adolescents ambulatoire, sans possibilité d'hospitalisation. Nous étions appelés par les services d'urgence des HUG pour essayer de prendre en soin ambulatoirement les adolescents qui avaient fait des tentatives de suicide ou les jeunes adultes. Et nous étions confrontés jour après jour, semaine après semaine, hélas, année après année, à l'immense difficulté de pouvoir accrocher en quelque sorte ces adolescents qui venaient de chercher à mettre fin à leur jour et à leur permettre de s'engager dans une thérapie au long cours si possible. Ce qui veut dire que souvent on nous rappelait quelques mois plus tard pour les retrouver de nouveau aux urgences des HUG. Et c'était quelque chose qui me préoccupait beaucoup, bien sûr, qui préoccupait tous mes collègues qui travaillaient avec moi et qui préoccupait aussi à l'époque celui qui était responsable du service des urgences somatiques, qui était monsieur Inger. Puis, je savais, parce que j'avais un de mes amis qui avait créé une unité pour hospitaliser pendant un certain nombre de jours des adolescents qui avaient tenté de se suicider à Bordeaux, je savais que une unité de ce genre n'était pas la solution, mais était une solution possible. C'est-à-dire un outil qui permette de ne pas renvoyer chez eux des adolescents qui venaient
de faire une tentative de suicide, les renvoyer en quelque sorte, j'ai envie de dire, dans l'environnement qu'ils ne supportaient pas. Donc ce qu'il fallait, c'est une sorte de havre, une sorte de sas pour leur permettre de se poser 8 jours, 15 jours. En fait, là, on avait fixé la limite du séjour à 1 mois, à 4 semaines, de façon à pouvoir travailler avec eux quotidiennement, ce qui les avait amenés à ne plus supporter cette vie-ci. Alors, je pense que l'originalité de notre structure, par rapport à celle de Bordeaux, par exemple, c'est qu'on l'a d'emblée couplée avec un dispositif de prévention. Et ça, c'est indispensable. Et puis, au-delà du séjour, pouvoir assurer des psychothérapies à plus long terme. Donc, si vous voulez, cette unité, c'est un maillon. Elle ne représente pas la totalité en soi, mais elle est un maillon indispensable de mon point de vue. En 2007, c'est le professeur François Ansermet, psychiatre pour enfants et adolescents, qui reprend la tête du SPEA pour 10 années, durant lesquelles il imagine la future maison de l'enfance et de l'adolescence. Le service que je dirigeais était sur 11 sites. Formé de plusieurs unités, j'en ai même créé des supplémentaires par rapport à celles qui existaient. Quand j'ai commencé au départ, il y avait un certain clivage, enfin une séparation entre le secteur adolescent, avec l'hospitalisation psychiatrique pour adolescents, avec les unités pour les suicidants et le reste du service. Donc au fond, c'était un certain morcellement, une chaîne de soins qui n'était pas fluide. Et on cite certains à belle idée, ce qui n'est pas simple pour les familles à Genève d'avoir leurs adolescents hospitalisés d'urgence dans l'hôpital psychiatrique, puisqu'il est souvent marqué, stigmatisé d'une certaine représentation. Pas simple non plus de faire le lien entre la guidance infantile, qui est le lieu de la petite enfance, développée par Kramer, puis Palacio, des psychothérapies parents-bébés, mère-bébé, etc. Tout ce secteur-là qui est sur la colline, au bout du Crêt de Champel, alors que les bébés sont à la maternité et en pédiatrie et en néonatologie. Donc au fond, c'était possible de travailler dans ces conditions, mais c'était difficile. Donc finalement, j'ai plutôt imaginé de rassembler tout le service en un lieu. Et là, j'ai été très aidé par la direction des HUG qui a adhéré à ce projet, par le fait que la clinique dentaire se libérait, qui est à côté de la pédiatrie et de la maternité, pour aller au CMU. Donc il y avait une opportunité. La direction, Bertrand Levrat et tout ça était en plein convaincu par cette idée de tout rassembler. Et puis on a eu des fondations, en particulier un partenariat avec Children Action qui nous aide depuis 30 ans pour le suicide. Au début, ils ont été les premiers à mettre un investissement pour qu'on puisse rendre ça possible. Là-dessus, on a fait des projets. Moi, je m'attendais à tout moment que ces projets aboutissent à un non. En fait, on a pu avancer et une autre fondation, Wilsdorf, a aussi contribué, qui a fait que cette somme qui nous a été apportée permettait de réaliser cette maison de l'enfant et de l'adolescent avec le complément des HUG, du service de la dette, sans passer par l'État. Bon, là-dessus, je raconte souvent cet épisode, mais il est assez illustratif. Donc, on a dit quel est votre programme quand on fait... On avait la possibilité financière, on avait le territoire bien placé, puisque c'est tout à fait dans la perspective de la médecine multidisciplinaire de l'enfant et de l'adolescent, puisqu'il y a la maternité, il y a la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique, les différentes spécialités. On a fait tout rassemblé dans tout ce qui était sur nos 11 sites dans un programme architectural. Et là, on a eu une séance avec les architectes des HUG, en particulier M. Guaresco, qui s'est occupé tout le long et auquel je rends hommage pour tout ce qu'il a fait et de l'aide qu'il nous a apporté. Mais bon, Guaresco me dit, et les autres, mais bon, vous savez, ça fait un bâtiment de 6 étages au cœur de Genève.
Donc vous vous rendez compte, 6 étages de psychiatrie pour les parents, pour les familles. Voyez la représentation. On sort de la maternité, pof, la psychiatrie. Vous voyez, directement, premier voisin. Donc c'est quand même un truc un peu difficile. Et là, j'ai senti que ça vacillait, quoi, que le château de cartes des 6 étages tombait d'un coup et qu'on n'allait pas pouvoir réaliser. Alors j'ai dit, mais j'ai une idée, on va faire un 7e étage. Là-dessus, il me regardait en disant il est devenu fou, il n'a pas supporté la frustration, c'est comme ça, des fois ces professeurs, ils ont... Et j'ai dit on va faire un 7e étage qui sera le rez-de-chaussée, et à savoir le lien à la cité. On va pas faire un lieu stigmatisant où on exclut les enfants et les adolescents de la ville pour les soigner, mais au contraire, on va inclure la ville dans le dispositif de soins. Plutôt un lieu. Il n'y a pas de lieu pour l'enfance et l'adolescence. On va faire un lieu pour l'enfance et l'adolescence où des soins peuvent être administrés pour ceux qui en ont besoin. Mais c'est-à-dire d'où l'idée de ce rez-de-chaussée, le lien cité, d'inclure la cité plutôt que d'exclure de la cité. Eh bien, moi, je suis Nathalie Nanzer. Je suis médecin adjoint. Je suis responsable unité de la guidance infantile qui fait partie du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et Nathalie Nanzer est aussi aujourd'hui la chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il y a eu un grand développement de la pédopsychiatrie ces 50 dernières années, mais c'est pas terminé. Comme c'est une discipline jeune, elle n'est pas encore à l'âge adulte, disons. Il y a encore des domaines qu'on va devoir développer dans la pédopsychiatrie. Et en particulier, c'est le côté des consultations plus spécialisées. Donc il y a eu la consultation autour des troubles du comportement alimentaire, la consultation autour du suicide, mais il y a d'autres consultations qui vont devoir se développer autour des troubles du développement, par exemple. Toute la problématique des psychoses débutantes, des troubles graves de l'adulte qui commencent déjà à l'adolescence et qu'on va devoir dépister de plus en plus précocement. C'est aussi une des consultations qu'on va devoir développer dans ces prochaines années. Tout ce qui concerne les addictions qui commencent aussi de plus en plus précocement chez les jeunes. C'est des choses qu'on n'a pas encore développées de manière spécifique et qui vont devoir être développées. Un autre aspect qui est aussi important, c'est de pouvoir aller dans les familles, faire des soins au domicile, parce qu'on a beaucoup de familles qui peuvent pas accéder aux soins parce qu'ils n'arrivent pas à venir jusqu'ici, ils n'arrivent pas à se déplacer, ou par exemple des enfants qui sont placés dans des institutions, qui sont placés dans des foyers et qu'il faudrait pouvoir aller soigner là où ils sont finalement. Donc ça, c'est des aspects qu'on va devoir encore développer à Genève. Comment vous vous sentez à quelques jours de cette ouverture de la maison de l'enfance et de l'adolescence ? C'est beaucoup d'excitation, beaucoup de curiosité, d'envie de voir aussi comment ça va se passer, ce que ces nouveaux lieux vont nous permettre comme ouverture dans les soins, dans les rencontres. Une des spécificités de cette maison de l'enfance et de l'adolescence, ça va vraiment être de mettre en lien la cité et les soins. De mettre en lien la culture, les arts et les soins pédopsychiatriques et pédiatriques. Et ça, c'est des choses qu'on a commencé il y a déjà quelques années à une moindre échelle, mais qui va vraiment se développer avec la maison de l'enfance et de l'adolescence. Et je me réjouis beaucoup de voir ce que ça va donner, de voir les ouvertures que ça va pouvoir créer chez les soignants, chez les patients et probablement aussi à l'extérieur du service. L'enfant, pour se développer, a besoin de ces liens. Il a besoin de ces liens, bien sûr, avec sa famille, mais aussi avec la société, avec l'école, avec les arts, avec la culture. Et on sait très bien que tous ces médias vont aider à son développement, mais donc aussi à sa guérison. Tout va être centralisé, mais elle va ressembler à quoi finalement cette maison ? Mais l'idée, c'est justement qu'elle ressemble à une maison et pas à un hôpital. Et ça, c'est la fabuleuse idée qu'a eue le professeur Ansermet quand il était chef de service. L'idée, c'était de sortir de la stigmatisation de la pédopsychiatrie. La pédopsychiatrie, comme la psychiatrie, on l'a toujours mise très à l'extérieur de la cité. Probablement parce que ça fait peur, mais ça a contribué aussi à la stigmatiser, en fait. Alors que là, l'idée, c'est vraiment de mettre la pédopsychiatrie au centre
de la cité, de faire entrer la population, la cité, toute personne non malade dans les murs de la maison d'enfance et de l'adolescence pour pouvoir mettre ces populations ensemble avec quelque part le message la psychiatrie, c'est vous, c'est nous, c'est des personnes comme les autres qui vivent parmi les autres et qui n'ont pas besoin d'être tenues à l'écart. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la pédopsychiatrie est un soin comme les autres. Un soin qui se prodigue au plus près des besoins et de la population. Comme vous l'avez entendu, certes la MEA, la maison de l'enfance et de l'adolescence, veut favoriser les interfaces entre l'hôpital et la cité et aussi lier les soins psychiques, somatiques avec l'art, la culture et le sport. Et c'est d'ailleurs pour cela que le rez-de-chaussée de la MEA est accessible à toutes et à tous pour y accueillir des activités physiques, scientifiques, artistiques ou encore culturelles. Finalement, Léna, on pourrait dire que l'histoire continue de s'écrire. Ou alors que ce n'est qu'un début. Merci beaucoup à Nolwenn et Mireille pour leur témoignage. À Nathalie Nanzer, chef du SPEA. Et aux professeurs François Ansermet, Bertrand Kramer, François Ladame, tous les trois pédopsychiatres. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. À bientôt dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG.